Ravi de vous retrouver sur France 24 jusqu'à minuit et quart, c'est l'essentiel. Bienvenue à tous. C'est dans une région très reculée de Russie qu'elle a commencé l'éclipse solaire, la lune qui masque le soleil. Depuis, elle a gagné notamment l'Islande, la France et l'Espagne où elle sera totale dans le nord du pays. Nous retrouverons dans un instant Mathilde Lopinski à Teruel. 3 jours de deuil ont été décrétés en Colombie après le puissant séisme qui a frappé l'ouest du pays lundi. 216 personnes ont péri, il y a plus de 2000 blessés. Le groupe Meta sait-il que ces plateformes rendent les jeunes dépendants aux réseaux sociaux? La maison mère de Facebook, WhatsApp et Instagram réfute les accusations de 4 États américains. Début du procès ce mercredi avec la sélection des jurés. Des millions d'Européens les yeux rivés vers le ciel ce soir. L'espoir d'observer l'un des plus beaux phénomènes de la nature, une éclipse solaire où quand l'obscurité tombe en plein jour, un instant fugace mais qui émerveille toujours autant. Alors le phénomène balayera toute l'Europe continentale, mais c'est en Espagne qu'il donnera lieu à une éclipse totale. L'Espagne où vous découvrez ces images, ces toutes dernières images qui nous sont parvenues. Et à Teruel, dans le nord du pays, Mathilde Lopinski, vous êtes sur place pour France 24. Les gens se sont préparés, ils sont prêts à voir cette éclipse totale. Oui, il reste à peu près 30 minutes avant le début de l'éclipse totale et déjà le phénomène a déjà commencé, comme vous le disiez, à 19h37. La Lune a commencé à grignoter progressivement le disque solaire, mais ce que tout le monde attend, c'est le début de l'éclipse totale qui va changer complètement l'ambiance et le paysage. Pendant environ 1 minute et 35 secondes, la Lune va masquer l'entièreté du Soleil et pour l'instant, tout le monde met ses lunettes de protection solaire, plus que recommandées, obligatoires pour pouvoir regarder le Soleil en toute sécurité, mais dans quelques minutes, quand commencera l'éclipse totale, ils pourront retirer pour quelques secondes seulement, pour sécuriser la vision, pour sécuriser les yeux, ils pourront retirer ces lunettes pour seulement quelques secondes, je répète, parce que c'est très important. Oui, effectivement, on ne répétera jamais assez, mettez vos lunettes. Alors précisément, à quelques minutes de cette éclipse totale, quelle est l'ambiance? Un mélange d'excitation, d'impatience? Oui, les gens sont très excités, mais aussi très concentrés parce que les gens ont leurs lunettes, leurs appareils photo. Ils sont tous en train de regarder dans la même direction. Ce sont plusieurs milliers de personnes qui sont venues spécifiquement pour voir cette éclipse totale. Mais il y a un groupe un peu particulier, une centaine de Lyonnais que nous avons rencontrés ici même, qui sont venus spécifiquement de la France et en ce lieu pour voir l'éclipse. Et comme nous l'ont recommandé ces spécialistes, ils nous ont invités dans quelques minutes à faire attention à tout ce qui se passe autour de nous, à faire appel à nos 5 sens pour observer ce qu'ils appellent le vent de l'éclipse. Alors la température va baisser de quelques degrés et les oiseaux devraient s'arrêter de chanter pour quelques minutes. Cela fait plus d'un siècle qu'ici on n'a pas observé d'éclipse totale sur la péninsule ibérique et nous allons voir si ce soir le ciel de Teruel tient toutes ses promesses et nous donne ce spectacle tant attendu. Et on en parlera ensemble effectivement dans quelques minutes dès 20h10. Ne manquez pas notre édition spéciale avec nos envoyés spéciaux, nos chroniqueurs et nos invités. La Colombie a décrété un deuil national de 3 jours. Le drapeau sera mis en berne sur les bâtiments publics. Hommage aux victimes du séisme. 216 personnes ont perdu la vie. Les secours s'attellent encore à rechercher des survivants. La nuit dernière, l'espoir est venu d'un immeuble. Noémie Roche. Après 10 heures sous les décombres de Pereira, une femme est enfin sauvée par les secouristes, sous les jubilations de la foule. Ici, à Cali, chaque personne retrouvée vivante est célébrée en héros, les survivants se faisant de plus en plus rares. Au petit matin, les services de secours sont toujours au travail et de nombreux habitants doivent encore être évacués de leur logement sévèrement fragilisés. Nous ne pouvons pas vivre dans la maison parce qu'elle a beaucoup de fissures. Nos voisins, tous ceux des étages supérieurs, eh bien toutes leurs maisons se sont effondrées. La mienne est encore debout, mais avec toutes les fissures qu'elle a, c'est effrayant, rien que d'y penser. En fonction depuis le 7 août seulement, le président Abelardo de Espriella a rencontré les sinistrés
et promis des aides pour leur permettre de se reloger. Nous devons faire tout le nécessaire pour garantir que les sinistrés bénéficient d'un allègement de leurs factures de services publics. Il s'agit de prendre en charge ces factures pendant 3 mois pour tous les habitants de Risaralda. Puis nous mettons actuellement en place un dispositif d'aide au logement pour les personnes ayant perdu leur domicile. Au total, au moins 165 bâtiments ont été détruits. Ce séisme est le plus puissant et meurtrier du XXIe siècle dans le pays. Les drones russes ont fait de nouvelles victimes en Ukraine. 2 personnes ont été tuées à Kherson, dans le sud. Les drones ukrainiens ont également tué 2 morts, dont un enfant à Novorossiysk, sur les rives de la mer Noire. Le président Volodymyr Zelensky a revendiqué une attaque sur la base navale de la ville. Julien Dubois. La ville portuaire de Novorossiysk frappée par l'Ukraine. Les autorités russes publient ces images d'une zone résidentielle touchée. Le ministère de la Défense affirme avoir abattu 502 drones dans la nuit de mardi à mercredi. Volodymyr Zelensky revendique sur ses réseaux sociaux une attaque contre la base navale de la ville, un lieu stratégique qu'il qualifie de dernier grand bastion de la flotte russe en mer Noire. Nos drones, nos missiles et nos systèmes navals sans pilote ont frappé avec succès les cibles désignées. Des impacts sur des positions de défense aérienne, des jetées et des infrastructures portuaires ont été confirmés. Une attaque à plus de 300 km du front. 2 des plus importants terminaux céréaliers du port ont arrêté leurs opérations. L'approvisionnement en eau de la ville de plus de 200 000 habitants a été suspendu. Les Russes ont, eux, affirmé ce mercredi avoir frappé un navire de fret chargé de matériel militaire, mais aussi des stocks de carburant. Des attaques de drones ont également provoqué des incendies dans plusieurs villes ukrainiennes. En pleine intervention, ces pompiers de Kramatorsk sont pris pour cible par un drone. Ils s'enfuient juste avant l'impact sur leur camion. Sur le front, les combats se poursuivent. Volodymyr Zelensky a affirmé avoir repris aux mains des Russes 745 km² de territoire depuis le début de l'année. 26 villages auraient été ramenés sous contrôle ukrainien. Changement de règle à l'Eurovision, le concours européen de la chanson fait savoir que désormais les pays en guerre ne pourront plus accueillir la compétition. Aucun pays n'est visé par le communiqué qui fait cette annonce, mais les 2 dernières éditions ont été marquées par de nombreuses polémiques liées à la participation d'Israël sur fond de guerre à Gaza. L'État hébreu qui avait failli remporter le concours avait finalement terminé à la 2e place. Meta, de nouveau devant la justice, cette fois devant les juges californiens. Le groupe de Mark Zuckerberg, propriétaire de Facebook et d'Instagram, est poursuivi par 4 États américains. Il est accusé de favoriser la dépendance des mineurs aux réseaux sociaux. Noémie Roche. Plusieurs décennies après le procès du tabac, c'est un peu celui des réseaux sociaux rendus addictifs. Pour la 3e fois cette année, Meta, la firme montée par Mark Zuckerberg, se retrouve face à la justice. En cause, les poursuites lancées en 2023 par une trentaine d'États américains. Facebook et Instagram auraient, selon les plaignants, été délibérément conçus pour rendre les mineurs accros, avec des fonctionnalités pensées pour capter et retenir leur attention, défilements infinis, notifications nocturnes, système de likes, etc. Des accusations que le groupe réfute fermement. Meta entend notamment faire valoir que la santé mentale des adolescents est un phénomène complexe qui ne saurait être imputé à quelques applications. Une ligne de défense déjà utilisée par le groupe en mars lors d'un précédent procès en Californie. Meta, solidairement avec YouTube, avait alors été condamné à verser 6 millions de dollars à une jeune femme devenue dépendante de YouTube et d'Instagram. Nous continuerons à nous défendre vigoureusement car chaque affaire est différente et nous restons confiants dans notre bilan en matière de protection des adolescents en ligne. Il y a quelques jours, nouveau revers, Meta a de nouveau été condamné à près d'1 milliard de dollars d'amende et de réparation au Nouveau-Mexique, qu'il avait accusé d'avoir porté atteinte à la sécurité des enfants. Ils n'ont pas fait preuve d'honnêteté envers les parents, les responsables politiques et les familles. Non seulement dans cet État, mais partout dans le monde. Ils doivent donc aujourd'hui payer le prix de leur décision, celui de privilégier les profits au détriment de la sécurité des enfants.
Après la sélection des jurés ce mercredi, les débats de ce nouveau procès s'ouvriront mardi prochain pour 6 semaines d'audience. Les plaignants réclament notamment de profondes modifications du fonctionnement de Facebook et Instagram pour les mineurs et jusqu'à 1 400 milliards de dollars de pénalités. Une somme vertigineuse, proche de la capitalisation boursière actuelle de Meta. En France, l'épisode caniculaire se poursuit. 80 départements seront placés en vigilance orange jeudi. Les températures tutoieront facilement les 40 degrés. Une baisse est toutefois attendue pour ce week-end. Et conséquence directe, une sécheresse qui ne cesse d'empirer face au sol sec. Des restrictions d'eau sont imposées sur une large partie du territoire. Dans les Vosges, à Gérardmer, c'est l'eau du lac qui est pompée pour répondre aux besoins des habitants. Anne Sylvain. Le lac de Gérardmer n'avait pas été aussi bas depuis la sécheresse de 2022. 1 mètre en moins environ. Et pourtant, depuis ce matin, le pompage a commencé. Obligatoire pour assurer l'approvisionnement en eau potable de la population, il va donc encore baisser. Voilà, on estime à une baisse de 7-8 cm par mois au niveau du lac. Les cours d'eau alentours, la nappe phréatique sont à sec. Nous voici dans l'usine de production d'eau. L'eau du lac arrive désormais par le gros tuyau marron à gauche, une chance pour la région. C'est la grosse conduite qui arrive directement du lac. C'est notre solution de secours, oui, indispensable. On n'aurait pas ce lac, là, il n'y aurait plus d'eau dans nos réseaux. Oui. L'eau est bien sûr désinfectée. Ici au Taulis, c'est un soulagement pour la population, mais il est quand même d'une certaine inquiétude pour l'avenir. L'eau, il faut la partager, donc il faut que tout le monde en ait pour son quotidien. On diminue peut-être le temps de douche, on fait attention pour l'arrosage des fleurs, des trucs comme ça, donc même on lave plus sa voiture. On se dit dans quelques années comment le lac il va être. Est-ce qu'il sera vide? Est-ce qu'il sera pareil? Donc forcément on s'inquiète aussi pour ça, quoi. Quant à ce restaurateur, il peut respirer. C'est en ce moment qu'il fait son chiffre d'affaires. Pour chaque assiette servie, c'est environ 40 litres d'eau nécessaire. Ça nous rassure quand même de ne pas manquer d'eau. Si demain on était en restriction stricte, qu'on n'ait plus du tout d'eau, je ne sais pas comment qu'on ferait. Peut-être obligé de limiter les couverts ou de limiter le nombre de personnes, voire peut-être même de fermer, quoi. Un bon point aussi pour les entreprises comme cette fromagerie, un des plus grands employeurs de la région. Mais plus que jamais, chacun est invité à limiter sa consommation d'eau. Allez, place maintenant à notre édition spéciale sur France 24 consacrée à l'éclipse solaire. La rencontre aura lieu dans quelques minutes seulement. La Lune viendra masquer complètement le Soleil. Depuis 1 heure environ, elle a déjà entamé son grignotage, mais c'est aux alentours de 20h30 que la Lune, la Terre et le Soleil seront parfaitement alignés. Un phénomène exceptionnel qui mérite qu'on lève les yeux au ciel et un spectacle grandiose que nous allons vous faire vivre. D'abord depuis l'Espagne où l'éclipse sera totale avec vous, Olivier Las-Varnias. Bonsoir, vous présidez l'Association française d'astronomie. Alors vous êtes à Castro-Rerit, c'est proche de Burgos au nord de Madrid. C'est, on va le dire, l'un des lieux qui offrira une observation idéale. À Teruel, cette fois à l'est de Madrid, là aussi l'émerveillement devrait être au rendez-vous avec Mathilde Lopinski, envoyée spéciale de France 24. Bonsoir également. Bonsoir à vous, l'astrophysicien David Elbaz, directeur de recherche au CEA. Et puis nos chroniqueuses ici en plateau, Laure Manin, Audrey Racine. Bonsoir, à tous. Bonsoir Anthony. Un détour par Teruel, donc on va retrouver Mathilde Lopinski. Tout d'abord, beaucoup d'amateurs d'éclipses et de curieux qui vous entourent, Mathilde. Oui, ici, l'ambiance est électrique. Je ne sais pas si vous l'entendez derrière moi, il y a de la musique, des concerts, il y a même des food trucks. Les organisateurs ont voulu faire de ce moment d'attente une sorte de grande fête populaire. Il y a des gens qui sont venus de loin, il y a des familles espagnoles, bien sûr, des férus d'astronomie et aussi des étrangers. Et spécialement ici, il y a une centaine de Lyonnais qui est venu spécifiquement pour l'événement, pour vivre l'éclipse au plus près. Et les autorités de la région, eux, ont mis les petits plats dans les grands. Ils ont fait venir des scientifiques, des animations pour expliquer au public ce qui va se passer et même une personnalité assez inattendue qui a choisi Teruel comme lieu, Brian May, le guitariste du célèbre groupe de rock Queen, qui est aussi docteur en astrophysique. Il se trouve aujourd'hui à l'observatoire de Javalambre, à quelques kilomètres de là où je me trouve ici. Et maintenant, à mesure que le temps passe, que l'heure approche, tout le monde regarde dans la même direction et on va voir ce qui va se passer
passer, d'ici quelques minutes, la totalité sera à Teruel et on pourra voir 1 minute 35 d'éclipse totale. Et on reviendra évidemment vers vous à l'approche de ce moment crucial. Donc, et alors que vous parliez, on découvrait les images d'Espagne. On va retourner en Espagne, un petit peu plus haut, un peu plus au nord. Olivier Lasvarnias, vous présidez, je le disais, l'Association française d'astronomie. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes un féru d'astronomie, bien évidemment. Beaucoup de fascination pour vous, mais comment vous expliquez l'engouement, la fascination des néophytes, des amateurs tout simplement, et de simples curieux? Toujours partante, Valérie? C'est très simple, hein, c'est que c'est un phénomène absolument fantastique. Là, on est en train de le regarder, nous sommes sur une colline à côté d'un bourg fantastique de Castille et Léon, qui est le bourg de Castrojeriz. Et nous sommes entourés par 300 personnes avec des appareils photo, évidemment les lunettes de protection, des télescopes, etc. Ils sont en train de faire des images absolument fantastiques du ciel. On voit des écrans partout. Et évidemment, on regarde directement à l'œil nu et on voit la Lune en train de grignoter le Soleil. C'est passionnant. Et on sait qu'on va assister à un clin d'œil fait par le Soleil avant de se coucher. Donc vraiment, c'est un des spectacles naturels les plus saisissants. Oui, précisément. Il est d'autant plus exceptionnel ce phénomène d'éclipse solaire, qu'il est effectivement, il intervient en fin de journée. C'est un peu comme si on avait 2 couchers de soleil en une journée. Exactement, ça va être absolument génial. Là, on est encore à, disons, 20 degrés de l'horizon. En face de moi, derrière moi, il y a plus de 300 personnes en train de regarder sur un flanc de plateau qui domine Castrojeriz. Je vois le château dans le lointain. Et au-dessus, on voit tout le monde qui regarde dans la même direction. Et bientôt, dans quelques minutes pour nous, on va arriver dans la phase de totalité et tout le monde retient son souffle. David Elbaz, alors vous n'êtes pas en Espagne, vous êtes en France et vous êtes un peu malchanceux parce que là où vous vous trouvez, c'est un ciel orageux et un ciel couvert, donc ça va vous empêcher de voir l'éclipse si j'ai bien compris. Je me trompe, non? Pas du tout. Ah, oui, il y a des bonnes nouvelles finalement. Dans les yeux là. Oui, les nuages se sont poussés, on leur a demandé poliment, ils nous ont écoutés. Au moment où je vous parle là, par la fenêtre qui est juste à côté, quand je mets mes lunettes, je ne vois plus qu'un tout petit bout de soleil, un tout petit bout de rien du tout, un cheveu de soleil, mais qui est suffisamment puissant pour qu'il faille mettre les lunettes, sinon on peut se brûler la rétine. Mais c'est un spectacle extraordinaire, il y a des centaines de personnes qui sont ici aux Ors 1650, qui sont en train de regarder ça tous ensemble, c'est un moment de partage extraordinaire. Alors expliquez-nous précisément ce qu'on va vivre là, ces prochaines minutes, cette lune qui va venir masquer le soleil. Oui, en fait, c'est un phénomène qui est assez rare. Pourquoi? On pourrait s'étonner de cette rareté, parce que la Lune fait un tour autour de la Terre tous les mois. En fait, elle fait un tour en 27,3 jours. Alors pourquoi elle ne passe pas devant le Soleil, elle ne fait pas une éclipse tous les mois? Parce qu'elle est dans un plan incliné par rapport au plan dans lequel tourne la Terre autour du Soleil. Un plan incliné de 5 degrés. Ça veut dire que quand elle est devant le Soleil, elle est parfois au-dessus, parfois au-dessous, et rarement elle est pile poil dans l'alignement. Et quand elle est dans l'alignement, il y a une zone d'ombre qui, la plupart du temps, va couvrir les océans, qui est entre 100, 200, parfois 300 km et qui va passer sur Terre. Donc, c'est vraiment extraordinairement rare et c'est un moment où on est vraiment conscient du fait qu'on est tous dans un même vaisseau spatial qui se déplace et que tout bouge dans l'univers. Donc là, aujourd'hui, c'est l'Espagne qui est chanceuse. L'année prochaine, encore l'Espagne en 2027. C'est extraordinaire. Nous, on l'a vécu en 1989, mais même avec une éclipse partielle en France, c'est quand même magnifique. Olivier Lasvarnias. Là, au moment où je vous parle, il fait sombre. Je vous laisse remettre vos lunettes si vous voulez pendant que j'interroge Olivier Lasvarnias précisément sur cette éclipse de 99. C'était donc la dernière ici en France. 27 ans. Quelles sont les différences finalement entre celle de 99 et celle à laquelle on assiste aujourd'hui? La première différence, c'est vraiment qu'il y en a une qui était en fin de matinée, donc le soleil très haut sur l'horizon, et donc c'est l'image qu'on a d'une éclipse, c'est-à-dire la nuit en plein jour. C'était 2 minutes 35 en plus en 1999. Là, on est dans une configuration complètement différente. C'est un coucher de soleil complètement incroyable, et ça va pas te donner du tout, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, là, la température baisse, etc. Mais on est pris dans le coucher du soleil, c'est complètement autre chose. Disons que là, on est vraiment dans un phénomène esthétique
et émotionnel. Hein. Ce qu'on voit, c'est pas simplement la nuit en plein jour, c'est vraiment une nouvelle variante. Et c'est le plus beau coucher de soleil qui marquera certainement notre vie. Hein. Alors justement, est-ce que vous avez un souvenir personnel lié à une éclipse que vous avez pu observer par le passé? J'ai le souvenir de 99, justement. À l'époque, on était avec une grande chaîne de télévision publique dans la Nuit des Étoiles, hein, puisque c'était la 9e édition de la Nuit des Étoiles qui était couplée, comme cette année, à l'éclipse. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait installé le plateau principal de l'émission dans l'Est, au château de Malbrook, en Moselle, et parce que la météo, 6 mois avant, avait annoncé qu'il ferait plus beau dans l'Est, et que ça, il s'est passé exactement le contraire. L'éclipse a surtout été visible dans l'Ouest. Et donc nous, on a surtout senti la différence de température. C'était génial, mais en direct, on n'a quasiment pas pu passer d'image. Ça, c'est mon premier souvenir. Et mon deuxième souvenir, c'est quand j'étais encore à l'école primaire, dans les années 60, je crois que c'est 61 ou 63, on nous a fait sortir dans la cour pour nous montrer l'éclipse et que ça m'a vraiment marqué. Et vous, David Elbaz, vous aussi, vous êtes féru d'astronomie, bien évidemment. Vous êtes féru d'éclipses, un souvenir personnel peut-être, en tout cas marquant. Oui, pour moi, ce qui m'a le plus marqué lorsque j'ai assisté, là j'ai eu la chance en 1999 d'assister à l'éclipse totale, il y avait un petit trou dans les nuages, je me suis faufilé, j'ai réussi à la voir, c'est la réaction des animaux. Là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les animaux qui tout d'un coup s'arrêtent et qui comprennent qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, que la température baisse, et pendant un moment, c'est comme si le temps s'était arrêté, et comme si les animaux se connectaient à nous, comme s'il y avait une sorte de communion avec la vie animale. C'est ça qui m'a le plus marqué. Alors je vois Audrey Racine qui est avec nous en plateau légèrement nuancer vos propos. En tout cas, elle ne nie pas les effets sur les animaux, mais elle va nous en parler un petit peu plus longuement, effectivement. Oui, alors le premier animal impacté par les éclipses, c'est quand même l'homme, hein, qui, avant de comprendre ce qui se passait dans le ciel, a inventé toutes sortes de mythes et a souvent paniqué. On a beaucoup d'historiens qui nous rappellent les mouvements de panique de l'ancien temps autour de cette disparition du soleil. Alors, pour comprendre le comportement des animaux en rapport avec les éclipses totales solaires, il y a encore beaucoup d'études qui sont menées. Et d'ailleurs, aujourd'hui même en Espagne, là, en ce moment même, il y a des chercheurs espagnols avec un programme baptisé Eco-Eclipse qui sont en train d'enregistrer les bruits de la nature au moment où le soleil va disparaître. Ils ont placé des enregistreurs audio loin des zones, et c'est pour ça que je réagissais, loin des zones fréquentées par les humains, parce qu'en fait, le comportement des humains qui vont s'exciter face à l'apparition de cette éclipse va perturber les animaux. Donc en fait, eux, ils essayent de savoir quel est l'effet de l'éclipse en dehors de toute intervention humaine. Et ils vont enregistrer les bruits des oiseaux, des chauves-souris qui vont être les véritables stars de cette étude. Ils ont expliqué à nos confrères d'El País que les chauves-souris vont être particulièrement étudiées parce que, en raison du timing, on le disait, hein, c'est 1 heure avant le crépuscule que cette éclipse est totale. Et donc, ça va perturber un tout petit peu les chauves-souris, les forcer à débuter leur chasse, leur nuit, leur journée pour nous, un peu plus tôt. Et puis, il va y avoir aussi les oiseaux qui vont être écoutés. Mais là, le résultat sera plus incertain parce qu'en août, ils ont déjà terminé leur période de reproduction et donc ils chantent moins. Ce qu'on sait, c'est que logiquement, hein, les animaux diurnes qui vivent le jour vont donc se taire. Ceux qui vivent la nuit vont commencer à vocaliser. Et donc, je vous le disais, là, on n'est pas en milieu de journée, donc les horloges biologiques sont un peu perturbées, mais pas complètement bouleversées. Il y a déjà eu des observations dans le passé d'abeilles qui rentraient précipitamment à la ruche parce que les abeilles, elles ne peuvent pas se diriger en pleine nuit. Et puis, on a des observations qui ont été faites en 1932 en Amérique du Nord d'animaux nocturnes qui étaient désorientés au moment du retour de la lumière parce qu'ils s'étaient éveillés et puis ils retournaient à leur terrier. L'an prochain, on en a parlé, il y aura une autre éclipse qui va passer sur le sud de l'Espagne le 2 août 2027. Cette fois-ci, elle va se produire en plein milieu de la matinée et là, effectivement, l'effet sur l'horloge biologique des animaux sera sans doute plus important et donc leur observation plus riche d'enseignements.
Et alors que vous parlez, Audrey, derrière vous, ce sont ces images de ce croissant de soleil, si je puis dire, puisque c'est la Lune qui vient masquer progressivement, même très progressivement, le soleil. On découvre effectivement ces images en direct d'Espagne. On va... On voit, pardon, je vous en prie, intervenez. Parce qu'avec nos invités, on aura peut-être l'occasion d'en parler, que grâce à ce masquage du soleil, on voit quelques éruptions solaires sur la couronne. Et ça, c'est très intéressant pour les astrophysiciens. Effectivement, on en parlera un petit peu plus tard. David Elbaz, vous évoquiez le fait que la Lune, effectivement, fait le tour de la Terre en moins d'un mois. Certes, les éclipses solaires sont fréquentes, si on peut dire, en tout cas, interviennent à des moments réguliers, mais ce qui est d'autant plus rare, c'est que l'on puisse la voir totalement au même endroit de manière régulière. Ça, c'est très rare de la voir au même endroit de manière totale. Oui, alors là, il faut en moyenne plusieurs siècles pour l'avoir au même endroit de manière totale. Même le fait qu'il y ait une éclipse totale, c'est en moyenne tous les 18 mois. Après, ça peut être un peu plus, un peu moins. Donc, à nouveau, ça vient du fait que la Lune a une histoire particulière parce qu'elle est née après tout le cortège des planètes autour du Soleil par un impact sur la Terre d'un astre qui s'appelle Theia et qui a donné naissance à la Lune, et donc elle tourne dans un plan incliné. C'est pour ça qu'elle est parfois au-dessus, parfois au-dessous du Soleil. Et pour qu'elle revienne au même endroit, là, il faut attendre effectivement de l'ordre du siècle, de quelques siècles. Donc c'est quelque chose d'extrêmement rare. Alors après, si on se déplace sur Terre, les éclipses sont plus courantes. Mais il y a un autre phénomène, c'est que la Lune fait, par une étrange coïncidence, à peu près la même taille apparente que le Soleil. Le Soleil est 400 fois plus grand que la Lune, mais 400 fois plus loin. Mais seulement la Lune est des fois un peu plus près de la Terre, et dans ces cas-là, elle est un peu plus grosse et des fois un peu plus loin. Et quand elle est un peu plus loin, alors on n'a pas d'éclipse totale, on a une éclipse annulaire qui fait un anneau qui ressemble à l'anneau du Seigneur des Anneaux. Merci beaucoup David Elbaz. On va reprendre la direction de l'Espagne et de Teruel dans le nord de l'Espagne où se trouve notre envoyée spéciale Mathilde Lopinski. De votre côté, ça y est, on est prêt à assister au spectacle. C'est dans quelques minutes et je vois que vous êtes avec des amateurs, en tout cas des curieux. Oui, on est prêt, mais on a un petit moment de stress. Un nuage vient de passer juste au moment où l'éclipse va commencer. Et là, je me retrouve avec Valérie qui est venue de la région de Béziers spécifiquement pour l'événement. Elle a préparé ce voyage depuis 1 an, c'est ce que vous me racontiez, Valérie. Qu'est-ce que vous attendez spécifiquement de cette éclipse ? De la voir déjà, de voir l'anneau du soleil autour de la Lune, que c'est un truc extraordinaire, de faire ressentir cette ambiance à mes enfants, que c'est pour eux que je suis revenue, parce que j'ai vu celle de 1999, et j'avais envie qu'ils la voient aussi, parce que la prochaine, je serai trop vieille. Et vous me disiez que c'était un événement qui était important pour votre famille. Vous vouliez que vos enfants le voient parce que c'était un événement important déjà pour vous qui l'aviez vécu avant. C'est ça, c'est un événement que j'ai trouvé impressionnant en 99 et je voulais que mes enfants puissent le vivre également. Alors je me permets de vous interrompre, Mathilde. Oui. Parce qu'on assiste au moment où vous parlez à ces images d'éclipse totale. On voit effectivement la Lune masquer entièrement le Soleil et avec cette éruption solaire aussi sur la gauche de votre écran dont nous parlait un instant Audrey Racine. Donc la nuit, en plein jour, un phénomène rare, un phénomène grandiose et aussi fugace puisque ça ne dure pas très longtemps. Un phénomène auquel donc vous, Mathilde Lopinski, depuis Teruel dans le nord de l'Espagne, votre invité était venu assister. On voit d'ailleurs que la nuit est tombée. Ça commence tout à fait, on peut voir, en fait c'est un peu problématique, c'est-à-dire que pour le moment c'est un nuage qui recouvre la Lune, on ne peut pas la voir. Valérie, je suis désolée pour vous aussi, vous qui attendiez cet événement, c'est le manque de chance, voilà. C'est le seul et unique nuage de tout le ciel actuellement, mais ce sont des choses qui arrivent, c'était un peu le risque, voilà. C'est toujours un risque quand on dépend de la météo. Donc, voilà, donc pour le moment on entend des gens, on voit les gens un peu déçus autour qui attendent. Bon, c'était un des risques de l'événement.
Alors on voit effectivement que la Lune commence à s'écarter du Soleil, si je puis dire, après l'avoir masqué complètement. David Elbaz, on évoquait tout à l'heure le fait que effectivement c'était rare d'avoir une éclipse totale. Alors on sait qu'à Paris on était en moyenne à 92% d'obscuration, 99% en Espagne en moyenne en tout cas. En soi, en termes de pourcentage, ce n'est pas tant que ça, mais ça change évidemment beaucoup en termes d'observation. Oui, ça change énormément. Parce que vous voyez, dans l'image qu'on a ici à l'écran, on peut voir ce qu'on appelle la couronne solaire. Donc des images d'Espagne, je le précise. Pardon. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est là où on peut voir l'éclipse totale en Espagne et dans la zone de totalité. Or, cette couronne solaire rayonne 1 million de fois moins de lumière que le Soleil. Donc, imaginez que vous ayez une obscuration de 99% de la lumière du Soleil. Il ne reste que 1%. Donc, vous divisez par 100 la lumière du Soleil. Mais la couronne, c'est 1 sur 1 million. Et donc, elle est beaucoup, beaucoup trop faible pour être vue, même si vous avez une éclipse partielle qui va jusqu'à 99%. Donc, la différence est extraordinaire entre l'éclipse totale et l'éclipse à 99%. Alors qu'on découvre effectivement ces images en direct d'Espagne, de cette lune noire, si on peut dire, et ce disque solaire tout autour. L'Espagne, on le disait tout à l'heure, c'est vrai que l'Espagne est aux premières loges, et puis l'Espagne est plutôt bien lotie, parce que comme le rappelait tout à l'heure et vous et Audrey Racine, d'autres éclipses sont à venir en 2027, mais également en 2028. Oui, tout à fait. Alors, c'est une drôle de coïncidence, ça arrive. Bon, là, effectivement, ça sera en Espagne une totale en 2027 et une partielle en 2028. Et donc, là, c'est un phénomène, vous savez, dans l'histoire des sciences, il s'est passé des choses extraordinaires avec les éclipses. Par exemple, Jules Janssen a étudier la composition du Soleil en faisant de la spectroscopie lors d'une éclipse du Soleil. Alors pourquoi c'était important? Parce qu'à l'époque, on ne savait pas de quoi était fait le Soleil. Et lorsque il a fait on a découvert un élément nouveau qu'il y avait dans le Soleil qu'on a appelé l'hélium, c'est le nom du Soleil en grec, hélios, parce qu'on pensait qu'il n'existait que dans le Soleil. Et puis ensuite, on s'est rendu compte en analysant la lave du Vésuve que ce même élément était sur Terre. L'hélium était sur Terre. Et donc, en étudiant le Soleil lors d'une éclipse, on a découvert des éléments trop subtils pour les voir sur Terre. C'est un des aspects magiques de l'observation des éclipses. Est-ce que vous ressentez toujours, à chaque observation d'éclipse, le même émerveillement finalement, la même émotion, peut-être même la même excitation? Pour moi, oui, je trouve que c'est extraordinaire de penser que on a notre vie sur Terre, même nous astronomes, lorsqu'on fait nos observations avec nos télescopes qui sont qui regardent la pointe d'une aiguille, c'est très difficile à imaginer. On oublie un peu notre situation dans l'espace, le fait que tout bouge. La Lune, elle bouge à 3700 km/h. C'est assez impressionnant. On bouge, nous, à 107 000 km/h. J'ai beau connaître ces chiffres, c'est quand je vois une éclipse, quand je vois la Lune recouvrir progressivement le Soleil, que l'émotion m'envahit parce que je le vis physiquement. Et ce n'est pas la même chose que de le vivre mathématiquement, intellectuellement. Ce soir, après 23 heures, quand on regardera le ciel, on verra des étoiles filantes. Ces étoiles filantes, elles se déplacent à 200 000 km/h. Elles se déplacent à 100 km d'altitude dans le ciel. C'est une autre illustration du fait qu'on est dans un vaisseau spatial qui se déplace à très grande vitesse dans l'espace et qu'on voyage en permanence dans l'espace. Alors on va revenir avec vous dans quelques instants sur les connaissances que peuvent apporter ces éclipses et leur observation. On va voir aussi comment l'éclipse s'accompagne d'une série de phénomènes économique. Et oui, l'absence de soleil pendant 2 heures va ainsi avoir un effet sur la production et le prix de l'électricité de certains pays, Lormanin. Effectivement, parce que pas de soleil, pas d'énergie solaire. Évidemment, c'est une tautologie, mais c'est une évidence aussi. L'Allemagne a à peu près 18% d'énergie photovoltaïque dans son mix énergétique, et donc elle va elle voit en ce moment sa quantité d'énergie solaire décroître de manière importante, et ça va d'un autre côté faire bondir les prix de gros de l'électricité sur le marché de l'énergie à Leipzig. En moyenne, le mégawattheure
coûte environ 210 €. C'est calculé par quart d'heure, donc de 19h à 19h15 par exemple, le mégawattheure était à 210 €. Et de 19h45 à 20h, au moment où il y a eu le moins de soleil, eh bien c'est passé à 460 €. Ça concerne quand même les prix de gros, ça ne concerne pas directement la population qui, elle, a des contrats qui sont en général lissés et conclus à prix fixe. Mais on voit ce phénomène un peu partout. Par exemple, au Royaume-Uni, il y a une vague de chaleur en ce moment, donc les climatiseurs tournent à plein et parallèlement, il y a moins de soleil en ce moment. Donc, les fournisseurs d'électricité ont demandé à la population d'essayer de réduire leur consommation pendant 2 heures, de ne pas lancer par exemple de machines à laver, de choses comme ça qui consomment beaucoup d'énergie et proposer en échange que l'électricité soit gratuite le week-end prochain. Pour compenser, ça permettra d'éviter par exemple de lancer des centrales à gaz qui coûtent extrêmement cher, polluent beaucoup et qui pourraient permettre effectivement de pallier ce moment-là. L'Espagne aussi, évidemment, puisqu'elle est dans la zone d'obscurité totale. La perte de production solaire va atteindre un pic de 5 gigawatts. C'est l'équivalent de 13% de la demande électrique nationale du pays. Ça représente même plus de la moitié de la perte d'énergie sur l'ensemble du continent européen, puisque sur 5 gigawatts donc perdus en Espagne, il y en a 9,7 au total pour l'Europe qui donc sont perdus pendant cette éclipse. D'ailleurs, le distributeur d'électricité espagnol Red Eléctrica a prévu des mois à l'avance cette situation, augmenter la production des barrages hydroélectriques, également des centrales à gaz et prévu d'importer de l'électricité française nucléaire, donc qui dépend beaucoup moins évidemment des éléments. En France aussi, on a une petite perte d'énergie solaire. Ça représente seulement 1800 mégawatts en moins. C'est donc tout à fait absorbable, mais ça représente quand même la consommation d'à peu près 2 millions de foyers. Vous restez avec nous. Alors maintenant, on va reprendre la direction de Teruel, dans le nord de l'Espagne, où se trouve donc notre envoyée spéciale Mathilde Lopinski. Alors vous êtes avec des Français qui sont venus de Lyon observer ce phénomène. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas trop déçus du fait d'avoir dû se contenter du nuage dont vous nous parliez tout à l'heure ? Oui, alors je suis avec Axel et Antoine qui effectivement viennent de Lyon, de ce grand groupe de 100 personnes venues exprès. Et est-ce que justement, on a vu ce nuage, vous n'êtes pas trop déçus, ça va ? Oh non, c'était vraiment un moment d'émotion, un petit moment pour nous, mais quel moment important pour l'astronomie. C'est vrai que c'était incroyable, c'était vraiment impressionnant à voir. Donc vous avez quand même pu observer quelque chose, je vous vois avec votre matériel bien préparé, vous avez pu observer malgré le nuage. Oui, à un moment, on a pu voir justement le soleil qui prenait la place de la Lune, puisqu'il y avait une forme comme un croissant qui se réduisait, et c'est la Lune qui grignotait le soleil. Quel moment, quelle émotion. Parce que là, on a des jumelles, mais il y a aussi des télescopes qui appartiennent aux personnes du club, dans lesquels on peut regarder aussi. Et c'est vrai que c'est incroyable parce qu'on voit très très bien avec. On pouvait observer des petites taches, des fois, sur le soleil qui étaient impressionnantes. Donc un grand moment d'émotion pour vous. Vous reviendrez pour les prochaines éclipses ? Ah oui, même avec 11 heures de route, je crois que ça vaut le coup. Oui, franchement, oui, ça valait vraiment le coup de faire cette route. Donc on n'a pas des personnes tant déçues que ça ici. Je pense qu'avec du bon matériel, ils ont pu observer l'éclipse malgré tout. Donc optimiste. On n'est pas trop déçus. Malgré tout. Merci beaucoup Mathilde Lopinski. Audrey Racine, je voudrais qu'on revienne avec vous sur les conséquences que ça peut avoir sur l'environnement au moment de ce fameux passage au noir. Oui, alors c'est tout à fait logique, hein. On perd quelques degrés. Alors il faisait très chaud en Espagne, j'imagine que ces quelques degrés ont dû rafraîchir les spectateurs de l'éclipse qui étaient avec notre correspondante. Selon Météo France, on perd de 1 à 3 degrés selon l'importance de l'éclipse là où on est et selon les conditions météo. Alors plus compliqué à comprendre, l'éclipse solaire va aussi modifier les vents. J'ai souvent expliqué dans la chronique élémentaire que plus des différences de température sont importantes entre deux masses d'air, plus les vents qui se trouvent entre ces deux masses d'air vont être rapides et forts. Et bien là, en faisant tomber brutalement la température, et bien l'éclipse, elle fait tomber aussi les vents, mais comme il fait soudain plus froid, et bien on va sentir une espèce de petite bourrasque avant qu'il n'y ait plus de vent, et on appelle ça le vent de l'éclipse. J'imagine que les spectateurs de cette éclipse ont pu le sentir, les chanceux, puisque nous on est ici dans ce nous on sent le vent de la clim, hein, c'est autre chose. Voilà, on n'a malheureusement pas pu la regarder en face, cette éclipse. Alors, il y a aussi un effet sur les nuages. Alors ça, c'est encore plus compliqué. Les nuages se forment avec l'humidité qui monte du sol. Le refroidissement soudain donc, va perturber ce processus d'évaporation. Et pour les cumulus, pas pour
tous les nuages. C'est pour ça que certains n'ont pas pu assister à l'éclipse. Pour les cumulus, donc, ils vont pouvoir se dissiper juste au plus fort de l'éclipse, ce qui est pratique pour observer le spectacle, sauf si le couvert nuageux est quand même trop important pour se dissiper entièrement. Et nous fait une ombre au tableau sans mauvais jeu de mots. Laure Manin, je voudrais qu'on revienne sur cette volonté, cette envie qu'on a vu les personnes, les Lyonnais qui étaient avec Mathilde tout à l'heure, cet astrotourisme, comme on dit, ce tourisme qui finalement fait un bond astronomique en Espagne et en Islande, bien évidemment. Oui, et ça fait partie des choses que les passionnés suivent et anticipent beaucoup parce que ça fait des mois. Dans certains établissements, c'est même 2 ans que les hébergements sont réservés. Preuve qu'effectivement, il y a un engouement qui est très fort et qu'il y a des personnes qui prévoient ça comme un grand moment de leur existence, de leurs vacances et qui s'organisent autour de ça. Mais le problème, c'est que quand il y a des événements comme ça, les prix augmentent aussi considérablement. Alors effectivement, les 2 pays où ça a augmenté le plus, c'est l'Islande et l'Espagne, les 2 pays où la couverture est quasi totale. C'est pour l'Espagne, le gouvernement estime même que c'est 10 millions de personnes supplémentaires qui étaient attendues cet été. Alors, ces 10 millions de personnes supplémentaires, pas que de l'astrotourisme, il y a aussi des touristes qui profitent de l'occasion de cette éclipse pour venir en Espagne, mais qui seraient peut-être allés en Italie sinon, en tout cas qui se redirigent vers l'Espagne. En tout cas, c'est très important parce que ça représente entre 342 et 348 millions d'euros de dépenses supplémentaires dans le pays, donc c'est toujours très favorable. Et en particulier dans les zones rurales qui sont reculées, qui sont peu peuplées, donc Teruel par exemple, on est loin des grands pôles touristiques, mais par contre, l'explosion des prix, elle est conséquente parce que là, on observe une augmentation de plus 900% en général pour les nuitées standards, ce qui est donc considérable. Et effectivement, si on regarde l'Islande, c'est aussi un pays qui fait de l'astrotourisme assez régulièrement. On y va beaucoup pour les aurores boréales, par exemple. Mais là, c'est un peu hors saison, puisque les aurores boréales s'observent plutôt entre septembre et avril. Donc là, c'est un renouveau avec énormément de touristes qui sont aussi attendus, mais pas du tout dans les mêmes proportions que l'Espagne. C'est un pays quand même beaucoup moins peuplé. Et là, c'est 75 à 80 000 astrotouristes qui étaient attendus pour cette éclipse. Et puis, il faut ajouter à peu près 53 000 croisiéristes qui sont organisés pour venir aux alentours de l'Islande au moment de l'éclipse. Ça, c'est aussi très important. En revanche, les prix ont augmenté beaucoup, bien sûr, mais pas dans les mêmes proportions que l'Espagne, encore une fois, parce que ça n'est pas la même influence. Mais si on regarde Reykjavik, la capitale, eh bien, par exemple, le prix des nuitées a doublé par rapport à la même période l'année dernière. Et puis, il y a un business très spécifique qui est lié et très éphémère aussi. C'est un peu comme le muguet du 1er mai ici en France. C'est la vente de lunettes de protection qui a atteint des sommets sidéraux. Voilà. Et si vous avez anticipé un petit peu, vous avez vos lunettes depuis quelques jours pour éviter les pénuries qui ont été observées un peu partout dans les pharmacies, chez les opticiens, dans les associations spécialisées. En France, rien que pour la France, le fabricant allemand qui est spécialisé notamment dans ces lunettes, Bresser, a vendu 10 millions d'exemplaires de ces lunettes de protection. On a aussi le fabricant alsacien Sodap Sobomex qui en a vendu plusieurs millions en France avec un pic de production à 200 000 unités par jour pendant des semaines et qui regrettaient même de n'avoir pas anticipé davantage. Beaucoup aussi de commerces ont regretté d'avoir eu des stocks un petit peu trop modestes et qui auraient pu vendre davantage de lunettes. L'estimation pour l'Europe entière, c'est 30 millions, probablement davantage. Les chiffres sont à revoir une fois que l'éclipse sera passée. On pourra faire un point plus précis demain. En tout cas, les lunettes se vendaient entre 1,50 € et 5 € grosso modo, mais il y a des petits malins qui ont anticipé, qui ont fait des petits stocks, qui les ont vendus sur Internet et qui les ont parfois affichés jusqu'à 100 €. Ça m'étonnerait que ce soit parti, mais on sent que certains ont senti le vent du business passer par là. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure des croisières qui se sont organisées. Il y en a un certain nombre qui ont eu lieu autour de l'Espagne, autour de la Norvège, autour de l'Islande pour bien voir cette éclipse. Mais il y a aussi, par exemple, des avions qui ont été spécialement affrétés. C'est le cas, par exemple, de Bruxelles où un A320 a décollé à 19h20, 2 heures de tour d'avion pour aller vers l'ouest et vers l'éclipse. 100 places seulement, parce que même si c'est un gros avion, eh bien, il faut que tout le monde soit près d'une fenêtre, sinon ça n'a pas grand intérêt. Mais c'était quand même 299 € la place pour 2 heures de vol et revenir à son point de départ. Merci beaucoup, Laure. Olivier Lasvarnias, vous avez pu assister à ce spectacle donc depuis le nord de l'Espagne. Est-ce que c'est un spectacle qui a répondu à vos attentes? Est-ce que les nuages dont nous a parlé Mathilde Lopinski étaient présents aussi du côté de chez vous? Alors, je réponds à la première question d'abord. En fait, pour un président d'association d'astronomie, ce qui compte, c'est le partage avec nos membres et les personnes passionnées d'astronomie.
Et là, nous sommes à peu près 160 Français et 60 de différents autres pays. Et vraiment, là, j'ai vu beaucoup de personnes qui se jetaient dans les bras les uns des autres en pleurant tellement c'était beau. On a vu 1 minute 50 incroyable. Et vraiment, ce qui marque, c'est l'émotion. Et donc, le spectacle, oui, il a répondu à nos attentes. Et ici, donc, nous sommes à Castrojeriz sur la ligne de totalité. Le soleil est en train de ressortir. On n'a pas vu un nuage. Vous faites donc partie des chanceux, Olivier Lasvarnias. Vous évoquez effectivement cette envie de partager ce moment. Il y a aussi tous ces gens qui sont venus de loin. Hein. Mathilde Lopinski était aux côtés de Français venus de Lyon pour observer précisément cette éclipse solaire. Il y a comme ça cet engouement, on en parlait tout à l'heure, mais est-ce que ça suscite aussi des vocations de venir comme ça observer? Alors, je parle des éclipses, mais pas seulement, d'observer ces phénomènes astronomiques de manière générale. Alors pour moi, il y a deux choses assez différentes. Il y a, disons, les phénomènes astronomiques de manière générale et en particulier ce qu'on fait dans les nuits des étoiles et les soirées qu'organisent tous les clubs et associations. Ça, effectivement, ça a deux effets. Ça a un effet qu'on voit effectivement de développer des vocations. On croise beaucoup de personnes. Nous sommes par exemple à la 36e édition des Nuits des Étoiles. On croise beaucoup d'astronomes qui sont aujourd'hui des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui nous disent en fait c'est la Nuit des Étoiles et c'est à la fois l'émission de télé et les soirées d'observation qui ont joué sur ma décision. Et puis en même temps, et c'est le plus important pour nous, c'est qu'il y a des millions de personnes pour qui ça permet de développer le raisonnement, l'esprit critique et aussi la capacité de s'émouvoir devant les spectacles de la nature. Et pour nous, ces deux choses sont en balance. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est de faire les deux. C'est d'aider des gens à s'intéresser à l'astro et à devenir astronome, mais c'est aussi d'aider le plus grand public à comprendre que tout ça, c'est accessible, c'est quelque chose dont on peut profiter et c'est quelque chose qui fait du bien à la fois à la tête, aux neurones et puis même à la façon de vivre. David Elbaz, c'est aussi le constat que vous avez pu faire ou que vous faites, que c'est vrai que l'astronomie, quand on en parle, on ne pense pas forcément à quelque chose de facilement accessible, à tort ou à raison, c'est à vous de me le dire, mais est-ce que effectivement ces phénomènes permettent de vulgariser davantage et de déguiser finalement l'appétence pour ce type de discipline qui, au premier abord, peut paraître ardue? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Olivier. Il y a quelque chose d'émotionnel dans le rapport à l'univers. Et quand on parle de l'univers, quand on parle du ciel, souvent les gens viennent nous voir quand on donne une conférence, par exemple, en disant, et ça m'a beaucoup étonné d'ailleurs, en disant « Ah, ça m'a fait beaucoup de bien, je me sens mieux ». Et la première fois qu'on m'a dit ça, je ne comprenais pas du tout pourquoi on me disait ça, parce que moi je parlais des étoiles, des galaxies, de ce qui se passe dans l'univers. Et puis, j'ai réalisé que finalement, mais moi aussi, ça me fait du bien. Et il y a quelque chose de peut-être un peu magique dans le fait que comprendre un peu mieux l'univers, sachant que c'est infini et que qu'on soit savant ou qu'on soit profane, de toute façon, le niveau d'ignorance est toujours supérieur. Ça nous permet de nous ramener à une posture dans l'univers qui, finalement, nous réunit les uns les autres et fait du bien. Alors, je ne saurais pas complètement l'expliquer, bizarrement, en tant que scientifique, mais c'est une des raisons pour lesquelles les scientifiques eux-mêmes font de l'astrophysique. C'est quelque chose d'assez intuitif. Alors, c'est des moments dont il faut profiter. L'éclipse, c'en est un. Les moments où on parle de la nuit des étoiles aussi, à nouveau, ce soir, avec la nuit des étoiles, avec les étoiles filantes qu'on va pouvoir voir. Il faut savoir qu'une étoile filante, c'est un grain de riz. C'est un simple grain de riz qui se consomme à 100 km d'altitude au-dessus de nos têtes, à 200 000 km/h, et ça ressemble à une étoile qui passe, et ça aussi, c'est magique. Oui, parce que précisément, Olivier Lasvarnias, comme le rappelait à l'instant David Elbaz, on est plutôt bien lotis. Ce soir, il y a évidemment cette éclipse totale, et puis après, il y a cette nuit des étoiles filantes. C'est une coïncidence, une simple coïncidence. Olivier Lasvarnias, vous avez quelques conseils pour pouvoir ne pas les louper, finalement, ces étoiles filantes, parce que c'est moins précis qu'une éclipse. Notamment ce soir, là, le nuage des Perséides, la guirlande des Perséides, c'est vraiment une affaire de patience et une affaire de constance. L'instrument principal, ça on le dit à chaque fois, c'est la chaise longue.
Le maximum des étoiles filantes, il est aujourd'hui, cette nuit-là, la nuit du 11 au 12 ou la nuit d'aujourd'hui du 12 au 13. Les étoiles filantes, j'ai entendu tout à l'heure, on disait qu'il y en a 100 à l'heure au maximum. Il y en a 100 à l'heure quand on regarde dans toutes les directions et qu'il n'y a pas une brume. En réalité, il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on en voit vraiment, on en voit plutôt une dizaine à l'heure. Et donc, c'est vraiment une question de s'installer confortablement et de regarder dans l'axe, quoi. Dans n'importe quel axe, en fait. On peut regarder au-dessus de sa tête, on peut regarder... Elles viennent de la constellation de Persée, donc elles viennent du nord-est, mais elles peuvent rayonner partout dans le ciel. Donc, on se met dans un axe confortable où on n'a pas un torticolis, on met une petite laine, même s'il fait encore très chaud, mais ça va faire froid vers minuit, 1h. On prend éventuellement une petite boisson chaude ou autre pour s'accompagner. On peut même se mettre de la musique ou discuter entre amis et on regarde en même temps et ça vient. Un moment de partage. Donc, alors que vous parlez, Olivier Lasvarnias, on découvre donc ces images d'Espagne où la lune a donc masqué complètement le soleil. Elle entame donc ça. Alors, on ne dit pas une décroissance, mais en tout cas, elle prend la direction opposée. Elle sort de l'axe du soleil et de la Terre. David Elbaz, qu'est-ce que nous apprend une éclipse sur le plan purement scientifique? Est-ce que déjà, ça nous apprend des choses? Ou est-ce que c'est juste un plaisir pour les yeux? Alors, aujourd'hui, c'est quand même essentiellement un plaisir pour les yeux parce qu'on peut utiliser ce qu'on appelle des coronographes qui permettent de masquer le soleil et étudier la couronne solaire, mais on peut continuer de faire de l'analyse de ce qui se passe autour du soleil pendant une éclipse. L'histoire a montré qu'on a fait d'énormes découvertes grâce aux éclipses. On a prouvé la théorie d'Einstein, de la théorie de la relativité d'Einstein, grâce à une éclipse en 1919. Et l'une des grandes énigmes, c'est que cette couronne solaire qu'on peut voir au moment de l'éclipse totale, eh bien, elle a beau s'étendre sur des millions de kilomètres, elle a une température plus élevée que la surface du Soleil. La surface du Soleil est à environ 6000 degrés et la température atteint le million de degrés à cet endroit-là à cause du champ magnétique, à cause des couplages des lignes de champ magnétique. Donc j'ai des collègues qui travaillent dessus. C'est un mystère sur lequel on avance, mais il y a encore des choses à comprendre. Et c'est connecté à ce qu'on entendait tout à l'heure, les aurores boréales, puisque c'est la projection de la matière par ce champ magnétique qui va envoyer des particules dans notre atmosphère et faire les aurores boréales. Donc il y a tout un mystère autour de cette couronne solaire qui fait 1 million de fois moins de lumière que le Soleil et dans laquelle il se passe des choses liées au champ magnétique solaire. Je voudrais qu'on voit cette image de Paris, donc avec la Tour Eiffel et en arrière-plan cette éclipse, ce soleil qui brille après que la nuit soit tombée en plein jour en seulement quelques minutes, un instant fugace, je le disais tout à l'heure. David Elbaz, vous disiez effectivement que ça avait permis de faire progresser les connaissances astronomiques, finalement, l'observation de phénomènes comme les éclipses. Est-ce que à l'heure actuelle, il y a encore des mystères sur le Soleil, par exemple? Est-ce qu'il y a encore des questions qu'on se pose sur le Soleil? Oui, tout à fait. Il y a encore des questions qu'on se pose sur le Soleil, en particulier avec cette activité magnétique. Il y a des satellites qui étudient aujourd'hui l'activité magnétique du Soleil. On fait aussi ce qu'on appelle de la météo solaire, à la fois pour essayer de prédire les événements cataclysmiques qui vont se faire avec le Soleil, parce qu'ils peuvent impacter la Terre, mais on étudie le comportement du Soleil et son champ magnétique aussi pour mieux comprendre l'interaction qu'il y a entre les autres étoiles et leurs planètes, pour essayer de savoir si les conditions pour qu'il existe de la vie ailleurs dans l'univers sont propices ou pas. Et donc, toute cette étude du Soleil est fondamentale pour mieux comprendre les autres étoiles et la possibilité qu'on découvre de la vie ailleurs dans l'univers, qui est l'une des très grandes questions sur lesquelles on travaille. Est-ce que vous, à titre personnel, il y a des connaissances que vous aimeriez avoir sur le Soleil? Alors, personnellement, je m'intéresse à l'origine de la naissance des étoiles. Et en particulier, sur le Soleil, il y a une histoire qu'on raconte. L'idée est la suivante. Un jour, une étoile 20 fois plus massive que le Soleil a terminé sa vie en explosant, en donnant naissance à un trou noir et en créant une onde de choc qui a comprimé la matière et qui serait à l'origine de la naissance du Soleil. Une partie de nos atomes de fer qui sont dans notre sang, qui font la couleur rouge de notre sang, viennent de cette explosion d'étoiles. Et on cherche encore aujourd'hui le reste de cette étoile, un trou noir qui sera en train de virevolter dans l'espace de la galaxie et qu'on aimerait bien trouver. Est-ce que cette légende est vraie ou pas? Je ne sais pas et j'aimerais bien savoir.
Et on se quittera sur ces mots. Merci beaucoup, David Elbaz. On se quittera aussi sur ces images de la Tour Eiffel. David Elbaz, astrophysicien, directeur de recherche au CEA. Je remercie également Olivier Lasvarnias qui était avec nous depuis le nord de l'Espagne, depuis Castro Reris, président de l'Association française d'astronomie. Merci également à Laure Manin et Audrey Racine et à Mathilde Lopinski, notre envoyée spéciale à Terouel. On se quitte donc sur ces images de la Tour Eiffel avec en arrière-plan ce soleil, la lune qui est passée devant ce soleil. Le phénomène n'était pas total en France, mais il n'en demeure pas moins exceptionnel. C'est surtout, vous l'aurez compris, en Espagne que l'éclipse a été totale et offert donc un spectacle grandiose pour les Espagnols, bien sûr, mais aussi pour les nombreux touristes venus admirer cette éclipse solaire et cet alignement parfait entre la Lune, la Terre et le Soleil. Restez avec nous, d'autres informations à suivre. On se retrouve à 21h pour la suite de l'essentiel.